que plus généralement, au-delà de l'entreprise, on est à un moment charnière. La vision historique que nous portons de l'humanité est en train de changer. D'abord, on réalise que nous avons créé l'Anthropocène, c'est-à-dire que nous sommes maintenant les jardiniers de la Terre et nous en sommes responsables. Et puis d'autre part, nous découvrons que nous avons des pouvoirs démiurgiques qui sont le plus souvent portés par des entreprises, notamment par les géants de la Silicon Valley et leurs équivalents chinois. Et donc tout ceci nous conduit à nous poser des questions sur le sens de l'humanité, le sens de notre humanité, et ce que nous devons, en tant qu'entreprise et également en tant qu'individu, en tant que société, faire de nos nouvelles capacités. L'apparition des pouvoirs démiurgiques de l'homme est arrivée extrêmement rapidement en réalité. Et on n'a pas encore réfléchi à ce nouvel état du monde au XXIe siècle et à la façon dont nous devons repenser notre histoire du futur. Et ce travail de réflexion, il est aujourd'hui indispensable et en réalité, il n'a pas commencé. Nous sommes obligés de repenser notre histoire parce qu'il y a un changement anthropologique majeur qui est l'arrivée de pouvoirs de l'homme sur l'homme qui sont inédits et qui n'étaient pas envisagés en réalité il y a un siècle. C'est pour ça que la réflexion est aujourd'hui insuffisante sur ce que nous devons faire de notre humanité. Et ça concerne aussi les entreprises parce que les pouvoirs démiurgiques de Modéus, ils sont principalement aujourd'hui développés par des entreprises privées et les GAFA en sont un exemple. On pourrait rajouter Elon Musk avec le spatial, SpaceX, qui est bien une technologie démiurgique, ou Neuralink, les implants intracérébraux. Merci, docteur. Je vous en prie. Non, je pense qu'en effet, on a toutes ces perspectives qui s'ouvrent à nous et la potentialité de voir des solutions technologiques ouvrir des pistes considérables comme celle que vient d'évoquer Laurent. On a aussi la perspective de voir la recherche de l'immortalité prendre des voies extrêmement dangereuses pour l'humanité. Comme il nous reste peu de temps, je voudrais revenir sur les sujets d'origine de notre débat, c'est-à-dire la raison d'être. Moi, je crois beaucoup que l'entreprise peut être impliquée dans une raison d'être globale qui n'ira pas jusqu'au gouvernement mondial. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un gouvernement mondial au XXIe siècle. Je pense qu'on peut avoir des réglementations, qu'on doit avoir des réglementations, mais qui existent déjà. Je prends souvent l'exemple d'un secteur où il y a un gouvernement mondial extrêmement opérationnel et tyrannique qui impose ses décisions dans le moindre village de la planète et que personne ne conteste, c'est la FIFA. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ça pour le foot et pas avoir ça sur la santé? Jacques, je m'excuse de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Elle me paraît quand même être liée à l'apparition d'un messianisme technologique. C'est-à-dire que tu fais comme si la raison d'être de l'entreprise ne pouvait être que bénéfique. Or, la raison d'être de l'entreprise demain, entraîner des oppositions entre les transhumanistes et les bioconservateurs. Neuralink, sa raison d'être, c'est de nous rendre plus intelligents en mettant des microprocesseurs miniatures dans le cerveau de nos enfants dans le futur. Il y aura des oppositions à cette raison d'être. Le patron d'Amazon, comme tu le sais, investit une partie importante de sa fortune personnelle pour créer des stations orbitales dans sa société Blue Origin. Cela va entraîner des oppositions majeures. On pourrait parler aussi de Calico, la filiale de Google qui est destinée à nous rendre immortels. La raison d'être ne peut pas être n'importe quoi, évidemment. Qui détermine et en particulier, la raison d'être ne peut pas être de produire du CO2. Et ce qui est le cas des énergies fossiles, donc ça peut l'être. La raison d'être ne peut pas être, à mon sens, de manipuler l'espèce humaine. Mais ça, pour l'instant, on n'a aucun moyen d'éviter que ça le soit. Donc, le juge de paix, si ça n'est pas la loi, ça sera le client. Si une entreprise trouve des clients pour aller sur Mars et espérer être immortel ou pour augmenter pour faire croire, ce qui pour ma part est une escroquerie, mais c'est un point de désaccord avec Laurent, qu'on peut augmenter l'intelligence des gens d'une façon génétique. Bon, je crois pas du tout à ça, mais s'il y a des gens qui y croient, qui achètent ces produits, tant mieux, jusqu'à ce que la loi l'interdise. Moi, je souhaiterais que la loi l'interdise. L'IA et la data
C'était exactement le sujet dans lequel on était, devrait permettre aux citoyens de vérifier l'adéquation de leurs valeurs avec celle des marques et la véracité des engagements qu'elles prennent de plus en plus. Cette nouvelle étape va-t-elle renforcer l'authenticité ou nous enfermer dans la dictature de la transparence, selon vous? Moi, l'authenticité, je ne sais pas ce que c'est. Et de mon point de vue, en tant qu'observateur, c'est en réalité un buzzword et une stratégie marketing. Donc, tout le discours sur l'authenticité, je n'y adhère pas. Je pense que c'est une manipulation commerciale. Donc, je suis très, très, très réservé là-dessus. Il est clair que on va, au travers du big data, nous connaître de plus en plus. Et l'équilibre entre nous connaître mieux et nous servir mieux et puis nous manipuler en connaissant les ressorts ultimes de notre cerveau grâce à l'utilisation de nos traces numériques et de l'intelligence artificielle, l'équilibre va être bien difficile dans le futur et il est probable qu'il y aura beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment du deep learning couplé à nos traces numériques pour nous manipuler. Nous rentrons dans une ère de la manipulation. Cette économie de la manipulation dans laquelle l'intelligence artificielle nous fait rentrer, nous devons y réfléchir et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Homo Deus n'a pas commencé à réfléchir à la façon dont il doit créer son futur.